Il existe en Europe un jardin plus grand qu'un pays entier, et pourtant personne ne l'a planté. Le plus vivant, le plus fleuri de tout le continent. Et il n'existe que parce qu'on le dévore. Chaque été, des troupeaux montent, tondent, piétinent, arrachent, et c'est exactement pour cela que les fleurs reviennent. Là où le bétail s'arrête, la beauté s'éteint. Mais ce paradoxe-là n'est que la porte d'entrée. Ce que la montagne cache plus haut est bien plus étrange. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous montons ensemble dans les Alpes, sur ces prairies d'altitude que l'on appelle les alpages. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit où la roche et la glace forment un mur long comme un continent. Un endroit où la forêt s'arrête net, comme tranchée au couteau, et n'a plus le droit de monter. Un endroit où un cadavre a patienté 5000 ans sous la glace avant de refaire surface. Un endroit où le plus grand oiseau du continent renaît, pendant qu'un autre, revenant, sème la colère dans les vallées. Ceci n'est pas un guide de voyage, ni une carte postale. C'est l'enquête sur un paysage que vous croyez sauvage et qui ne l'est pas. Alors, en route. Regardez une carte de l'Europe et posez le doigt sur Nice, au bord de la Méditerranée. Maintenant, faites-le glisser vers l'est, jusqu'aux portes de la Slovénie. Ce que vous venez de suivre du bout du doigt, c'est un seul et même objet. Une seule chaîne ininterrompue de roches et de glace. Sa longueur, environ 1200 km. 1200 km d'un seul tenant. Essayez de traduire ce chiffre en trajet familier. La route entre Paris et Marseille, celle que tant de familles avalent chaque été pour rejoindre le soleil, fait un peu moins de 800 km. Les Alpes sont plus longues que cela. Il faudrait poser cette autoroute bout à bout 1 fois et demie pour couvrir toute la chaîne. Et encore, on ne parle là que de la longueur. Dans sa plus grande largeur, ce mur atteint environ 250 km de profondeur. Non pas une simple crête, mais une bande épaisse, un pays de pierre à part entière, où l'on peut marcher des jours entiers sans jamais en sortir. Combien de fois avez-vous regardé une photo des Alpes sans jamais réaliser cette échelle? On retient une vallée, un sommet, une station. On ne voit presque jamais l'ensemble. Et l'ensemble est écrasant. Prenons le point le plus haut. Le Mont Blanc, tout au bout occidental de la chaîne, culmine à un peu plus de 4800 mètres. Le chiffre exact d'ailleurs respire. Sa calotte de neige et de glace change d'épaisseur chaque année selon les vents et les précipitations, si bien que les géomètres qui le mesurent tous les 2 ans obtiennent une valeur légèrement différente à chaque fois. Mais retenons l'ordre de grandeur. 4800 mètres. Pour un habitant de plaine, ce nombre ne dit rien. Alors donnons-lui un corps. La tour Eiffel mesure 330 mètres. Empilez-en une, puis une deuxième par-dessus, une troisième, une quatrième, une cinquième. Vous n'êtes toujours pas au sommet. Il faut ajouter encore la moitié d'une 6e tour pour toucher enfin la cime. 5 tours Eiffel et demie, l'une sur l'autre. Voilà la hauteur du toit de l'Europe occidentale. Et le Mont Blanc n'est pas seul dans ce club. Dans l'ensemble de la chaîne, on compte 82 sommets qui dépassent les 4000 mètres. 82 géants sur une seule chaîne. Pour saisir ce que représente un tel entassement, prenons une mesure d'effort humain. Un alpiniste chevronné les a tous gravis à la suite, les 82, cumulant au passage un dénivelé de plus de 75 000 mètres de montée. 75 000 mètres, c'est comme gravir le Mont Blanc depuis la vallée, du premier pas jusqu'à la cime, une quinzaine de fois d'affilée. Non pas dans une vie, non pas dans une saison, dans un seul enchaînement. Voilà la densité de démesure que contient cette chaîne. Mais je vous ai promis un paysage vivant, un tapis de fleurs, des vaches et des clarines. Or, jusqu'ici, je ne vous ai parlé que de roches et de glace. Si les Alpes sont vraiment ce mur minéral, dressé sur 1200 km, alors une question s'impose. D'où vient le vert? D'où viennent ces prairies fleuries pour lesquelles les gens montent, appareil photo à la main? Comment un désert de pierre peut-il porter sur ses flancs la prairie la plus vivante du continent? La réponse tient en un mot, l'altitude. Ou plus exactement, ce que l'altitude fait à la température. Retenez ce chiffre car il commande tout le reste. En montagne, plus on s'élève, plus il fait froid, et de manière régulière, environ 0,6 degrés de moins tous les 100 mètres. Cela paraît minuscule, ça ne l'est pas.
Montez de 1000 mètres et vous perdez 6 degrés. Montez de 2000 et vous en perdez 12. C'est la différence entre un printemps doux et un hiver mordant, sur le même versant, à quelques heures de marche l'un de l'autre. Ce refroidissement régulier découpe la montagne en tranches, en étages. Tout en bas, dans la vallée tempérée, poussent les arbres feuillus, les cultures, les villages. Plus haut, la forêt se transforme. Les feuillus cèdent la place aux résineux, aux sombres épicéas, aux mélèzes qui rougeoient en automne. Plus haut encore, la forêt faiblit, s'éclaircit, puis s'arrête. Et c'est là, juste au-dessus des derniers arbres, que s'ouvre le domaine qui nous intéresse, la prairie d'altitude. Ni forêt, ni glacier. Une bande étroite, coincée entre le bois en dessous et la roche nue au-dessus, où l'herbe et les fleurs profitent d'une fenêtre de quelques mois pour exploser de vie. Le tapis vert n'est pas partout. Il occupe une fourchette précise d'altitude, un couloir de température, un étage. Voilà le mécanisme. Le mur de pierre n'est pas uniforme, il est stratifié, du chaud vers le froid, de la vallée vers le ciel. Et la prairie fleurie que vous imaginiez répandue partout, n'est en réalité qu'un seul de ces étages, un ruban horizontal accroché à mi-hauteur, là où il fait encore assez doux pour vivre, et déjà trop froid pour que les arbres s'installent. Imaginez que vous montez ce versant à pied, un matin de juillet. En bas, dans la forêt, l'air est lourd, tiède, saturé de l'odeur de résine chauffée. Vous grimpez. La pente se redresse, votre souffle se raccourcit. Les arbres se font rares, rabougris, puis disparaissent d'un coup. Et là, en débouchant sur l'alpage, quelque chose change sur votre peau. Le vent vous prend, franc et frais. L'air devient plus léger, presque coupant. Le son, lui aussi, porte plus loin. Un sifflement lointain traverse tout le vallon, comme s'il était à côté de vous. Vous venez de franchir une frontière. Pas une frontière tracée par l'homme sur une carte, une frontière de température, une ligne au-dessus de laquelle le monde n'est plus le même. Cette ligne a un nom, et elle sépare deux mondes. En dessous, la vie foisonne. Au-dessus, elle s'accroche. Et sur toute la longueur de la chaîne, sur ces 1200 kilomètres de roches réparties au passage sur 8 pays différents, de la France à la Slovénie, cette même ligne court, montant et descendant au gré des versants, dessinant partout la limite exacte du vivant. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette limite. Elle semble naturelle, tracée par le seul froid. Une frontière que la nature aurait posée là, une fois pour toutes. Mais en la regardant de plus près, sur ces derniers mètres, on découvre qu'elle n'a pas été dessinée par le froid seul. Une main s'en est mêlée. Et cette main, patiemment, depuis 1000 ans, tient la forêt en respect pour garder le pré ouvert. Il existe sur les flancs des Alpes une frontière si nette qu'on croirait qu'un jardinier géant l'a tracée à la règle. En bas, une muraille d'arbres serrés, sombres, épais. Puis, sans transition, plus rien. La forêt s'arrête d'un trait, comme coupée au couteau, et au-dessus s'ouvre la prairie rase, l'herbe et la pierre. Pas de dégradé, pas de zone de flou, une ligne. Et cette ligne, la même sur des centaines de kilomètres, pose une question que le promeneur se pose rarement. Pourquoi les arbres s'arrêtent-ils si brusquement, tous à la même hauteur, comme s'ils avaient reçu l'ordre de ne pas monter plus haut? Regardez bien ce trait la prochaine fois que vous serez face à un versant. Il n'est pas droit, il ondule. Il monte sur les croupes ensoleillées, il redescend dans les combes froides. Mais il existe partout. Les forestiers lui ont donné un nom sobre, la limite des arbres, la ligne au-dessus de laquelle aucun arbre ne parvient plus à pousser. Et pour comprendre d'où vient la prairie d'altitude, il faut d'abord comprendre cette ligne. Car elle cache non pas une réponse, mais deux. Et les deux ne parlent pas de la même chose. Commençons par le haut, par la partie honnête, celle que la nature assume seule. Souvenez-vous du mécanisme de l'étage. Plus on monte, plus il fait froid, régulièrement. À partir d'une certaine altitude, le froid devient tel que l'arbre, tout simplement, ne peut plus fonctionner. Sa saison de croissance, cette fenêtre de l'année où la sève circule et où le bois se forme, se réduit à peau de chagrin. Le gel arrive trop tôt en automne, repart trop tard au printemps. Les jeunes pousses grillent,
Un arbre a besoin de temps chaud pour fabriquer du tronc, et ce temps, là-haut, n'existe plus en quantité suffisante. Selon les massifs et l'exposition, cette barrière naturelle se situe autour de 2400 mètres. 2400 mètres. Au-dessus de cette altitude, sur une large partie de la chaîne, c'est le froid lui-même qui interdit la forêt, sans que personne n'ait à lever le petit doigt. Ce qui pousse là, dans cette zone que les botanistes appellent l'étage alpin, n'a plus rien à voir avec un arbre. Ce sont des plantes tassées sur elles-mêmes, en coussins, en rosettes plaquées contre le sol. Et elles ont raison de se plaquer. Car à cette hauteur souffle un vent que le citadin n'imagine pas. Sur les croupes exposées, vers 2500 mètres, la moyenne du vent tourne autour de 40 km à l'heure. Non pas en rafale, non pas 5 minutes, en moyenne, jour après jour. Imaginez la vitesse d'une voiture qui traverse une ville, cette allure régulière que vous connaissez bien derrière un volant. Maintenant, imaginez ce souffle, non pas le temps d'un trajet, mais des jours entiers, sans répit, contre votre corps. Aucun arbre ne tient debout là-dedans. Seules survivent les formes basses, ramassées, aérodynamiques. Fermez les yeux un instant et placez-vous quelques pas au-dessus du dernier arbre. Sous vos pieds, l'herbe est courte, dure, mêlée de cailloux. Le vent vous cueille de plein fouet et vous oblige à pencher le buste pour avancer. Il siffle dans vos oreilles, couvre presque votre propre respiration. La température a chuté d'un coup, comme si vous aviez ouvert la porte d'une chambre froide. Et à vos pieds, minuscules, des fleurs vivent quand même, écrasées contre la terre, à l'abri de leurs propres coussins. Vous êtes dans le monde où le froid commande. Personne ne l'a fabriqué. Il est là depuis toujours. Voilà pour le haut. Et si toute la limite des arbres fonctionnait ainsi, il n'y aurait pas d'énigme. Mais descendez maintenant le versant. Revenez sous ces 2400 mètres, là où il fait plus doux, là où un arbre pourrait très bien pousser. Et pourtant, souvent, il n'y a pas d'arbre non plus. Il y a de l'herbe rase, des fleurs, un pré ouvert, alors même que le climat, ici, autoriserait parfaitement une forêt. Comment est-ce possible? Le froid n'explique plus rien à cette altitude. Alors qui tient le pré ouvert, là où la nature, laissée seule, remettrait des arbres? C'est ici que l'histoire bascule, et qu'apparaît le paradoxe qui traverse tout ce récit. Une grande partie de ces prairies d'altitude, celles que vous photographiez, celles où paissent les vaches, ne sont pas un cadeau de la nature sauvage. Elles sont une œuvre humaine. Depuis le haut Moyen-Âge, les habitants des montagnes ont attaqué la forêt subalpine à la hache et au feu. Ils l'ont reculée, mètre par mètre, pour ouvrir de l'espace à leurs bêtes. Là où poussaient des mélèzes et des épicéens, ils ont créé de l'herbe. Ces pâturages taillés dans le bois portent un nom, les alpages. Et un alpage n'est pas un paysage vierge. C'est un champ conquis, arraché aux arbres, puis entretenu sans relâche par une chose très simple, la dent du bétail. Car voici le cœur du mécanisme. Tant que les troupeaux montent chaque été, tant qu'ils broutent, arrachent, piétinent les jeunes pousses, aucun arbrisseau ne parvient à grandir. Le pré reste ouvert parce qu'on le tond. Mais que les bêtes s'en aillent, que l'homme baisse les brins, et la forêt, patiemment, reprend son bien. D'abord des broussailles, des arbustes épineux qui envahissent le tapis fleuri, puis des jeunes arbres, puis le bois qui se referme. Les naturalistes ont un mot pour cet envahissement du pré abandonné, l'embroussaillement. Et ce retour n'est ni lent ni douteux. Quand un alpage cesse d'être exploité, il suffit d'une vingtaine, d'une trentaine d'années pour que la broussaille l'étouffe et que les fleurs disparaissent. Une vingtaine d'années. C'est court. C'est plus court que le temps qui sépare un enfant de la naissance de son propre premier enfant. En une seule génération humaine, un pré éclatant peut redevenir un fourré sombre. Voilà donc la double réponse à notre ligne tracée au couteau. Tout en haut, au-dessus de 2400 mètres, c'est le froid qui interdit la forêt. Cette frontière-là est naturelle, immuable, honnête. Mais plus bas, sur les alpages, la frontière est tenue à la main, entretenue par le pâturage, retracée chaque été par des milliers de gueules qui broutent. Le paysage que vous croyez sauvage est en réalité un équilibre surveillé. Et cet équilibre, aujourd'hui, tremble des deux côtés à la fois.
Par le bas, on vient de le voir. Dès que les bêtes s'en vont, le bois remonte. Mais par le haut aussi, la ligne bouge. Car le climat se réchauffe, et en montagne, il se réchauffe vite. Sur le versant français des Alpes, la température moyenne a gagné, selon les relevés, quelque chose comme 2 degrés au cours du XXe siècle, davantage encore selon certaines séries de mesures. 2 degrés, cela paraît anodin. Mais rappelez-vous la règle de l'étage. Chaque centaine de mètres d'altitude vaut à peu près 0,6 degrés. 2 degrés de réchauffement, c'est donc, pour une plante, l'équivalent d'un déménagement forcé de plusieurs centaines de mètres vers le bas de la montagne, sauf que la plante, elle, ne bouge pas. C'est le climat qui glisse sous ses racines. La limite des arbres, elle, en profite pour grimper, poussant la forêt toujours plus haut sur le domaine de la prairie. Prise en tenaille, donc. Poussée par en dessous par le bois qui reconquiert les prés délaissés, grignotée par au-dessus par une forêt qui monte à la faveur de la chaleur, la prairie d'altitude, ce ruban vivant, se retrouve serrée entre deux fronts. Nous verrons plus tard, à la toute fin de ce voyage, ce que devient ce ruban quand les deux fronts se referment ensemble. Nous y reviendrons. Mais avant de parler de disparition, il faut d'abord regarder ce qui vit là, sur ce pré si patiemment tenu ouvert. Car cette bande étroite, coincée entre le froid et le bois, n'est pas un simple gazon. C'est l'un des jardins les plus riches et les plus inventifs d'Europe. Et certaines de ces fleurs, on n'a même pas le droit d'y toucher. Il existe une fleur, dans les Alpes, que vous pouvez regarder, photographier, admirer autant que vous voulez, mais que vous n'avez pas le droit de cueillir. La toucher, l'arracher, la glisser dans votre poche peut vous coûter une amende. Une fleur protégée par la loi sur toute la longueur de la chaîne. Cette fleur, vous la connaissez. Une petite étoile blanche, feutrée, duveteuse, posée sur les pentes ensoleillées comme un flocon qui aurait décidé de pousser. L'Edelweiss, le symbole même de la haute montagne. Et le premier réflexe du promeneur, en la voyant, est justement celui qu'on lui interdit, tendre la main. Pourquoi une telle protection? Parce que cette étoile, si commune sur les cartes postales, est en réalité rare, lente à se reproduire, et longtemps pillée par ceux qui voulaient en ramener un trophée. Alors la règle est tombée, ferme et simple. On ne cueille pas l'Edelweiss. En France, arracher cette fleur peut vous valoir une contravention de l'ordre de 150 €, le montant variant selon les arrêtés locaux et les zones protégées. 150 € pour une fleur. De quoi faire réfléchir la main la plus légère. Mais regardez cette étoile de plus près, et une question surgit, plus intéressante que l'amande. Pourquoi diable cette plante s'entoure-t-elle de ce duvet cotonneux, épais, presque animal? Et pourquoi tant d'autres fleurs ici s'offrent-elles le luxe de pétales immenses, colorés, spectaculaires, alors qu'elles vivent dans un monde où chaque goutte d'énergie est comptée? En altitude, tout est rare. La chaleur, le temps, la nourriture. Fabriquer un grand duvet, déployer une grande fleur, cela coûte cher. Une plante qui gaspille meurt. Alors si elles le font, c'est que ce n'est pas du gaspillage, c'est un calcul. Prenons d'abord le duvet de l'Edelweiss. Ce feutrage blanc n'est pas une coquetterie, c'est un vêtement et un bouclier à la fois. À la hauteur où pousse cette plante, entre environ 1800 et 3000 mètres, deux ennemis frappent en permanence. Le froid, d'abord, qui rôde même en plein été. Et le rayonnement du soleil, le fameux ultraviolet, bien plus agressif là-haut que dans la vallée parce que l'air y est plus mince et filtre moins bien la lumière. Ce duvet fait donc double emploi. Il retient une fine couche d'air tiède contre la plante, comme un pull, et il renvoie une partie des rayons brûlants, comme un écran. La petite étoile blanche est, en réalité, une plante emmitouflée pour survivre à un climat qui devrait la tuer. Sentez un instant ce que vit cette fleur. Vous êtes sur le versant, en plein midi de juillet. Le soleil cogne, votre peau chauffe, rougit vite, bien plus vite qu'en bas dans la plaine. Vous le sentez à ce picotement sur la nuque et les avant-bras. L'air, pourtant, reste frais dès que vous passez à l'ombre d'un rocher. Autour de vous monte une odeur sèche, résineuse, poivrée, l'odeur des herbes de montagne chauffées par le soleil, un parfum qu'on ne sent nulle part ailleurs. Voilà le monde de l'Edelweiss. Brûlant et glacé en même temps,
éclatant et hostile. Son duvet est sa réponse à ce paradoxe permanent. Et la grande fleur, alors? Pourquoi ces corolles voyantes, ces bleus intenses des gentianes, ces jaunes vifs, ces roses profonds des rhododendrons qui embrasent des pans entiers de montagne au début de l'été? La réponse tient à une contrainte de temps. En altitude, l'été ne dure que quelques semaines. La plante n'a qu'une minuscule fenêtre pour attirer un insecte, être fécondée, produire des graines. Et les insectes là-haut sont rares. Alors chaque fleur doit crier sa présence, se rendre impossible à manquer, offrir la plus grande cible possible au premier bourdon qui passe. La couleur vive et la grande taille ne sont pas décoratives. Ce sont des signaux d'urgence, des appels lancés dans un monde où le temps presse et où les pollinisateurs se comptent. Ce que vous prenez pour de la beauté est, en vérité, de l'ingénierie de survie tournée à plein régime. Descendons maintenant sous la surface, car la championne de cet étage cache l'essentiel de sa force sous terre. La gentiane jaune, cette grande plante aux fleurs dorées en étage, celle dont on tire depuis l'Antiquité des liqueurs amères et des remèdes pour la digestion, ne paie pas de mine au premier regard. Mais sous elle plonge une racine d'une longueur stupéfiante. Elle peut atteindre 1 mètre. 1 mètre de racine, invisible, enfoncée droit dans le sol de la montagne. Imaginez, sous une seule fleur, une racine aussi longue que la hauteur d'un enfant de 6 ans debout, cachée entièrement dans la terre. C'est cette réserve souterraine qui permet à la plante de traverser les hivers terribles et de renaître chaque printemps. Et cette longévité souterraine réserve une autre surprise. La gentiane jaune ne vit pas quelques saisons. Elle peut vivre plus d'un demi-siècle, plus de 50 ans. Prenez la mesure de ce chiffre. La gentiane, que vous croiseriez cet été sur un alpage, a peut-être germé avant la naissance de la moitié des gens qui regardent cet écran. Une seule fleur, plus âgée que bien des spectateurs. Elle a vu passer les troupeaux, les étés, les orages, pendant que des générations humaines se succédaient dans la vallée. Voilà pour la patience du vivant, là où l'on n'imaginait qu'un joli tapis saisonnier. Mais toute cette richesse cache un piège, et un piège mortel. Car sur ces mêmes prés pousse une plante qui ressemble à s'y méprendre à la gentiane jaune tant qu'elles ne sont pas en fleurs. Le vérâtre blanc, appelé aussi hellébore blanc. Même grande feuille nervurée, même allure. Sauf que le vérâtre, lui, est violemment toxique. Chaque année, des personnes qui croyaient récolter de la gentiane pour en faire une liqueur maison s'empoisonnent en confondant les deux. La différence se lie surtout à la disposition des feuilles et plus tard à la couleur des fleurs. Mais avant la floraison, le doute est réel. La montagne, décidément, ne se laisse pas cueillir sans connaissance. Alors, revenons à notre question de départ. Pourquoi ce luxe apparent, ce duvet, ces grandes fleurs, ces racines démesurées? Parce que rien de tout cela n'est du luxe. Chaque détail de cette flore est une arme contre le froid, le vent, l'ultraviolet et la brièveté de l'été. La prairie d'altitude n'est pas un jardin d'agrément posé par hasard sur la montagne. C'est une communauté d'ingénieurs, chacun ayant résolu à sa manière le même problème impossible. Vivre là où presque rien ne devrait vivre. Et il faut ajouter une dernière chose, celle qui relie ce jardin à tout notre récit. Cette explosion de couleurs, cette diversité de fleurs, n'existe que parce que le pré reste ouvert. Sur un alpage brouté, fauché, entretenu, la lumière atteint le sol, et des centaines d'espèces se partagent l'espace. Laissez le pré se refermer, laissez la broussaille et les arbres revenir, et cette mosaïque s'éteint. Quelques espèces dominantes étouffent toutes les autres. Le tapis fleuri le plus riche d'Europe est donc, lui aussi, un enfant du pâturage. Les fleurs que vous n'avez pas le droit de cueillir dépendent, pour exister, des troupeaux qui les entourent. Ces troupeaux, justement, ne sont pas seuls à occuper le pré. Sous la surface, entre les racines de la gentiane, tout un peuple vit, veille, siffle et dort. Et l'un de ses habitants a inventé, pour survivre à la montagne, une solution encore plus radicale que toutes les fleurs réunies. Disparaître complètement pendant la moitié de l'année. Un sifflement strident déchire le silence de l'alpage. Un seul, sec, aigu,
qui roule d'un versant à l'autre. Vous levez les yeux et vous le voyez. Dressé sur un rocher, immobile comme une petite borne de fourrure rousse, un animal manque la garde. C'est la marmotte, la sentinelle du pré. Elle vous a repéré bien avant que vous ne la remarquiez. Encore une seconde, et elle plongera dans son terrier, laissant le silence retomber. Regardez-la bien, car ce que je vais vous dire de cet animal paraît impossible. Pendant la moitié de l'année, elle n'est tout simplement plus là. Pas partie ailleurs, plus là, comme effacée du monde des vivants. Voici le fait brut, celui qui commande toute cette partie. La marmotte des Alpes passe environ 200 jours par an endormie sous terre. 200 jours. Faites le compte, c'est plus de la moitié de l'année passée dans le noir, sans manger, sans boire, sans bouger. De la mi-octobre au retour du printemps, elle disparaît. L'alpage que vous voyez grouiller de vie en été est, sous la neige de l'hiver, un cimetière apparent. Sauf que ces morts ne sont pas morts. Ils dorment, à quelques mètres sous vos pieds, dans un état qui défie tout ce que nous croyons savoir sur les limites du vivant. Mais posons la vraie question, celle qui rend cet exploit si troublant. Comment un animal de la taille d'un gros chat de maison, qui pèse quelques kilos, peut-il survivre à 9 mois de montagne, à un hiver où la température descend loin sous zéro et où il n'y a absolument rien à manger? Un animal à sang chaud, comme nous, brûle de l'énergie en permanence rien que pour rester tiède. Privé de nourriture pendant tout un hiver, il devrait mourir de faim et de froid en quelques jours. Alors comment fait-elle? Où est le tour de passe-passe? La réponse, la voici, et elle est vertigineuse. Pour ne pas mourir, la marmotte fait une chose radicale. Elle cesse presque d'être un animal à sang chaud. Elle éteint sa propre chaudière. En hibernation profonde, la température de son corps s'effondre. En été, comme la nôtre, elle avoisine les 37 degrés. En plein sommeil hivernal, elle chute jusqu'à 5 ou 6 degrés seulement. Prenez la mesure de ce basculement. C'est comme si, chaque automne, ce petit corps chaud se refroidissait presque jusqu'à la température de l'eau d'un torrent de montagne, puis revenait à la vie au printemps. Un animal qui devient froid comme un ruisseau, et qui repart. Et il y a une limite. En dessous d'environ 5 degrés, le froid deviendrait mortel. La marmotte joue donc, tout l'hiver, au bord d'une falaise thermique, maintenue à quelques fractions de degrés au-dessus de la mort. Le cœur suit le même effondrement. En été, quand la marmotte court et creuse, il bat à un rythme rapide, plus de 100 battements par minute. En hibernation, il ralentit jusqu'à quelques battements par minute seulement. La respiration, elle aussi, se fige. Quelques inspirations par minute, parfois entrecoupées de longues pauses où l'animal semble ne plus respirer du tout. Tout, dans ce corps, est ramené au strict minimum, à la flamme de veilleuse la plus basse possible, juste assez pour ne pas s'éteindre. Les mesures exactes varient selon les études, mais la direction est toujours la même. Ralentir, refroidir, économiser jusqu'à la dernière étincelle. Et pendant que la machine tourne au ralenti, le corps se dévore lui-même. Faute de nourriture, la marmotte vit tout l'hiver sur la graisse accumulée pendant l'été. Cette graisse qu'elle a patiemment fabriquée en broutant des fleurs et des herbes du matin au soir durant la belle saison. Au terme de l'hiver, elle a perdu énormément, entre un tiers et la moitié de son poids. Imaginez un instant un être humain qui, sans avaler une seule bouchée de tout un hiver, verrait fondre la moitié de sa masse, et qui se relèverait au printemps, vivant, prêt à recommencer. Pour la marmotte, ce n'est pas un exploit exceptionnel, c'est la routine de chaque année de sa vie. Car elle ne dort pas seule, et c'est peut-être le plus émouvant. Les marmottes hibernent en famille, serrées les unes contre les autres au fond du terrier, dans une chambre tapissée d'herbe sèche, l'entrée soigneusement bouchée contre le froid avant les premières neiges. Blotties en boule, elles partagent leur maigre chaleur. Et elles ne se réveillent pas n'importe comment. De loin en loin, tout le groupe remonte ensemble sa température pendant quelques heures, dans un réveil bref et coûteux, puis replonge de façon synchronisée. Une respiration collective à l'échelle de l'hiver entier. Fermez les yeux et écoutez la bascule des saisons sur ce pré. En été, c'est un vacarme minuscule et joyeux. Le sifflement d'alerte des sentinelles, le froissement des herbes, le bourdonnement des insectes autour des fleurs.
le battement soyeux des ailes d'un grand papillon pâle qui plane de corolle en corolle. Puis vient l'automne, tout se vide, tout se tait. Et en hiver, il ne reste que le silence ouaté de la neige, un silence total, absolu, où l'on croirait qu'il n'y a plus la moindre vie. Vous marchez sur ce manteau blanc sans vous douter que, juste dessous, des familles entières dorment leur sommeil glacé, cœur à l'arrêt ou presque, attendant un printemps qu'elles ne sentent même pas venir. Comment sait-on tout cela avec précision? Parce que des scientifiques sont allés le mesurer, année après année, sur le terrain. Dans les Alpes suisses, du côté des Grisons, des chercheurs capturent régulièrement des marmottes pour les peser, noter leur sexe, suivre leur état, puis les relâcher. Ce sont ces relevés patients qui ont permis d'établir les dates de sortie d'hibernation, de mesurer la perte de poids d'un hiver, de comprendre le rythme des réveils collectifs. Dans l'une de ces études, la date moyenne de sortie tournait autour de la mi-avril. Rien n'est deviné ici, rien n'est inventé. Tout vient d'animaux réels, pesés dans des mains gantées, au petit matin, sur des alpages balayés par le vent. Et il y a, dans le répertoire de la marmotte, un dernier détail qui en dit long sur son monde. Son fameux sifflement n'est pas un cri unique, c'est un langage d'alarme codé. Un seul sifflement prévient d'un danger venu du sol, un prédateur qui approche à ras de terre. Une série rapprochée annonce, elle, une menace venue du ciel, l'ombre d'un camp rapace. La sentinelle ne dit pas seulement qu'il y a un danger, elle dit d'où il vient, et donc où fuir, se tapir ou plonger sous terre. Toute la colonie comprend et réagit en une fraction de seconde. Voici donc l'habitant emblématique de l'alpage. Un petit corps chaud qui a appris à devenir presque froid pour ne pas mourir, qui efface la moitié de son existence pour survivre à l'autre moitié, et qui, l'été venu, monte la garde sur le pré fleuri comme si de rien n'était. La marmotte incarne à elle seule la loi de cette montagne. Ici, on ne vit pas contre l'hiver, on ruse avec lui. Pendant que la marmotte dort ses 200 jours sous la neige, un autre habitant de l'alpage, lui, ne fait que commencer sa saison quand revient la belle époque. Il ne dort pas à la montagne, il y monte pour travailler. C'est un homme, et sa saison à lui, là-haut, obéit à des règles aussi anciennes que rudes. Il fait encore nuit noire. 5 heures du matin sur l'alpage, l'air pique, le souffle fait de la buée. Dans un chalet de pierre et de bois, un homme est déjà debout, penché sur une immense cuve de cuivre posée sur un feu de bois. Ses mains plongent dans un liquide tiède et le pétrissent. Un cahier blanc, souple, encore chaud du lait de la traite. Autour de lui, aucune machine, aucune usine. Le magasin le plus proche est à des heures de marche en contrebas. Et pourtant, dans cette cuve, se fabrique en ce moment même un produit qui se vendra une fortune dans les vallées et les villes. La question saute aux yeux. Pourquoi? Pourquoi au XXIe siècle, monter faire du fromage à la main là-haut, dans le froid et l'isolement, plutôt que tranquillement en bas, dans une laiterie moderne? Gardez cette question en tête, car sa réponse raconte toute l'économie cachée de l'alpage. Mais commençons par le calendrier de cet homme, un calendrier qui n'a presque pas changé depuis des siècles. La vie du berger d'altitude est rythmée par 2 grands moments. Au printemps, quand la neige libère les hauteurs et que l'herbe reverdit, c'est la montée. On fait grimper le troupeau vers les pâturages du haut. En français de montagne, on appelle ce moment l'inalpe. À l'automne, avant que le froid ne reprenne tout, c'est la descente, le retour vers la vallée, la désalpe, souvent l'occasion d'une fête, les bêtes fleuries et pomponnées défilant dans les villages. Entre les deux, les animaux passent là-haut environ 120 jours. 120 jours d'une vie suspendue au sommet de la belle saison. Prenez la mesure de cette parenthèse. 120 jours, c'est presque la durée d'un trimestre scolaire entier, vécu non pas à la maison, mais à 2000 mètres, coupé du monde, du lever au coucher du soleil, avec pour seuls compagnons les bêtes, le chien, la montagne et le silence. Pour le berger, ce n'est pas une escapade, c'est une saison de travail intense, 100 jours de repos, où chaque matin ressemble au précédent et où la moindre défaillance se paie cash. Et le travail, justement, ne s'arrête jamais. Il faut conduire le troupeau vers les bons herbages, le surveiller, le compter, soigner les bêtes malades ou blessées. Il faut traire, matin et soir, sans exception.
Il faut, aussitôt le lait tiré, le transformer, car sans réfrigération, on ne le garde pas. Il faut entretenir les clôtures, réparer le chalet, porter, nettoyer. Ceux qui accomplissent tout cela dans les alpages suisses portent un nom qui sent le terroir. Les armaillis, ces pâtres fromagers dont les gestes, la traite, le soin du troupeau, la fabrication du fromage sont décrits depuis des générations. Ce ne sont pas des figures de folklore, ce sont des travailleurs, dépositaires d'un savoir précis, qui répètent chaque été une chorégraphie éprouvée par le temps. Fermez les yeux et entrez avec eux dans le chalet à l'aube. Le froid de l'étable vous saisit d'abord, cette humidité qui traverse les vêtements. Puis vient la chaleur des bêtes, leur odeur forte et vivante, la vapeur qui monte du seau de lait fraîchement tiré, tiède, presque sucré. Sur le feu, l'arôme lourd du bois brûlé se mêle à celui, aigre et puissant, du caillé qui prend. Et quand il faut porter le bidon plein sur le sentier raide, vous sentez son poids tirer sur l'épaule et le bras, à chaque pas, sur la pente glissante de rosée. Voilà le décor réel du fromage d'alpage. Rien de romantique, tout de sueur et de gestes précis dans le petit matin bleu. Alors, revenons à notre question. Pourquoi là-haut? La réponse tient en deux mots, la loi et le goût. La loi d'abord. Certains des fromages les plus prestigieux de la région ne peuvent pas être fabriqués n'importe où. Leurs appellations, ces cahiers des charges strictes qui protègent un nom, exigent précisément que le troupeau pâture en montagne et parfois que le fromage soit fabriqué directement sur l'alpage. Une mention comme le Beaufort Chalet d'Alpage impose l'ensemble. Lait de la montagne, fabrication sur place, avec les méthodes traditionnelles. D'autres noms fameux, l'Abondance, le Reblochon, la Tome des Bauges, réclament que les bêtes se nourrissent pour une part de cette herbe d'altitude. Autrement dit, pas d'alpage, pas de fromage. Le lieu fait partie de la recette, et le goût suit la même logique. Le lait d'une vache qui broute des dizaines d'espèces de fleurs et d'herbes sauvages sur un pré d'altitude n'a rien à voir avec celui d'une bête nourrie de fourrage uniforme en plaine. Cette diversité végétale, cette mosaïque de plantes que nous avons vue plus haut, se retrouve, dit-on, jusque dans la saveur du fromage. Le pré fleuri n'est pas seulement beau à regarder, il se mange, transformé en meule, des mois plus tard, à des centaines de kilomètres de la montagne qui l'a produit. Car tout cela, au bout du compte, est une véritable économie, et non un décor pour touristes. Regardez les chiffres. Rien qu'en Savoie et en Haute-Savoie, on compte environ 300 fromageries d'alpage qui fonctionnent chaque été là-haut. 300 ateliers laitiers saisonniers, comme si dans une montagne sur deux, une petite fabrique de fromage rallumait son feu à la belle saison. Et l'ensemble de cette production d'alquipüde, lait, fromage, viande confondue, représenterait, selon les estimations des organismes qui suivent la filière, un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 27 millions d'euros. 27 millions d'euros tirés chaque année de ces prés que le promeneur croit purement décoratifs. Mais derrière ces chiffres, il y a aussi une ombre, et il faut la nommer. Cette vie est dure, mal payée au regard des heures, et de plus en plus difficile à transmettre. Beaucoup de jeunes ne veulent plus de ces saisons éreintantes, de cet isolement, de cette astreinte sans répit. Des alpages ferment, des chalets tombent en ruine, des savoir-faire s'éteignent avec ceux qui les portaient. La montagne qui travaille recule, doucement, année après année. Et quand un berger s'en va sans successeur, ce n'est pas seulement un métier qui disparaît. C'est un morceau de pré qui, faute de bêtes pour le tondre, commence lentement à se refermer. Il y a enfin une menace plus récente et plus inquiétante encore pour ces hommes. Longtemps, le berger d'altitude pouvait laisser son troupeau paître seul une partie de la journée, en confiance. Ce temps est en train de finir. Car quelque chose est revenu dans ces montagnes. Une présence que l'on croyait disparue et qui oblige désormais l'homme à ne plus jamais quitter ses bêtes des yeux. Au crépuscule, sur le versant d'en face, une ombre a filé, trop grande pour un chien. Le berger l'a vue, et il sait, maintenant, qu'il ne dormira plus tout à fait tranquille. Ce qui est revenu et le prix que cela coûte, nous y reviendrons. Mais avant de comprendre ce retour, il faut remonter le temps bien plus loin. Car cette vie de montée et de descente, ce rythme des troupeaux entre vallées et sommets, n'a pas commencé hier. Elle dure, presque inchangée, depuis près de 1000 ans.
Regardez cette image et essayez de deviner en quelle année elle a été prise. Un long ruban de moutons s'écoule le long d'un col, serré, ondulant comme un fleuve laineux, sous un tintement continu de clochettes. Des chiens courent sur les flancs du troupeau. Un homme marche en tête, bâton à la main. La lumière est celle d'un matin d'été. Alors, quelle année? La vérité, c'est que cette scène pourrait dater d'aujourd'hui, du siècle dernier ou du Moyen Âge. Elle serait presque identique. Depuis près de 1000 ans, dans les Alpes, des hommes conduisent ainsi leurs bêtes vers les hauteurs à la belle saison et les redescendent à l'automne. Le même geste, la même tribu de silhouettes, la même poussière sur le même sentier. Ce grand mouvement a un nom, et ce nom raconte déjà tout. On l'appelle la transhumance. Le mot vient du latin et signifie littéralement « par-delà la terre », au-delà du sol habituel, du domaine du village, vers un ailleurs saisonnier. La transhumance, c'est ce va-et-vient réglé des troupeaux entre la vallée, où l'on passe l'hiver, et la haute montagne, où l'on monte l'été. Un balancier qui bat au rythme des saisons, année après année, depuis le XIIe siècle au moins. Et ici, une question de bon sens s'impose. Pourquoi? Pourquoi des sociétés entières se sont-elles imposées, pendant des siècles, cet effort épuisant de faire monter et descendre des bêtes, parfois sur d'immenses distances, au lieu de simplement rester en place, comme le fait un paysan de plaine avec son champ? Déplacer un troupeau coûte du temps, de la sueur, du danger. Il faut une raison très solide pour recommencer chaque année. Quelle était-elle? La réponse est d'une logique implacable, et c'est celle de la montagne elle-même. Le problème, en altitude, c'est que la bonne herbe n'existe pas partout en même temps. L'hiver, les hauteurs sont ensevelies sous la neige, mortes, inaccessibles. Rien à manger là-haut pendant des mois. Mais l'été, ces mêmes hauteurs se couvrent d'une herbe fraîche, abondante, riche, gorgée de fleurs, exactement quand la plaine, elle, grille et sèche sous la chaleur. La transhumance est la réponse parfaite à ce décalage. On suit l'herbe. L'été, on monte là où elle pousse. L'hiver, on redescend là où l'on a fauché et stocké le foin, dans les vallées plus douces. Ce n'est pas une lubie de tradition, c'est une stratégie d'une intelligence redoutable, qui a permis de nourrir des populations entières dans un pays vertical où, autrement, la vie aurait été impossible. Et cette stratégie a modelé le territoire au point de laisser sa marque jusque dans la langue. Selon les massifs de France, le pâturage d'été ne porte pas le même nom, et cette mosaïque de mots est comme une carte parlée du pays. Dans les Alpes, on dit l'alpage. Dans les Pyrénées, on dit l'estive. Dans les Vosges, c'est la chaume. Dans le Massif central, on parle simplement de la montagne, comme d'un lieu où l'on monte. 4 mots pour une même idée, 4 régions qui ont, chacune à sa façon, inventé le même art de conduire les bêtes vers le haut. Écoutez ces mots la prochaine fois. Chacun est le fossile vivant d'une très vieille manière d'habiter la montagne. Certaines de ces transhumances défient l'imagination par leur ampleur. La plus spectaculaire, la grande transhumance, reliait autrefois les plaines chaudes du sud de la France aux alpages d'été. Des troupeaux partaient des terres sèches de la Basse-Provence, de la plaine de la Crau, des abords de la Camargue, et remontaient vers les hauteurs alpines pour l'été. La distance parcourue pouvait atteindre 500 kilomètres. 500 kilomètres, à pied, au rythme des bêtes, en menant devant soi des centaines d'animaux. Pour donner corps à ce chiffre, c'est comme partir du sud de la France et marcher jusqu'à la hauteur de Lyon, puis continuer encore, non pas en voiture, non pas en une fois, mais saison après saison, sur ses 2 jambes, dans la poussière et la chaleur. 500 kilomètres de sentiers, de cols, de gués, refaits chaque année. Vivez un instant le départ d'une telle transhumance. C'est l'aube brûlante d'un été du sud. La poussière monte déjà, sèche, âcre, elle vous prend à la gorge. Autour de vous, le martèlement de centaines de sabots, le bêlement continu, épais, presque assourdissant, et cette odeur puissante de laine chaude et de bêtes serrées. Le soleil tape sur la nuque. On avance lentement, dans un nuage doré, et il faudra des jours, des semaines, pour que le paysage change, pour que la chaleur cède enfin, et qu'un soir, au sommet d'un col, l'air se fasse soudain plus vif, plus froid, chargé d'une odeur d'herbe verte. Ce jour-là, on saura qu'on approche de la montagne.
Prenons maintenant du recul sur la durée de tout cela. La transhumance alpine dure, sous une forme ou une autre, depuis le XIIe siècle. 8 siècles, au bas mot. Essayez de vous représenter cette continuité. 800 ans, c'est environ 30 générations humaines qui se sont succédées sur le même sentier, l'une après l'autre, le grand-père transmettant au père, le père au fils, le geste de conduire les bêtes vers le haut. 30 générations posant leurs pas dans les traces exactes des précédentes. Peu d'activités humaines peuvent se targuer d'une telle permanence. Pendant que les royaumes tombaient, que les guerres passaient, que les villes se transformaient, là-haut, chaque printemps, quelqu'un faisait monter un troupeau vers le même col. Et c'est ici qu'il faut boucler notre grand paradoxe. Nous avons vu que les alpages ont été taillés dans la forêt à la hache et au feu. La transhumance est l'autre moitié de cette histoire. C'est elle qui, pendant 8 siècles, a entretenu ces prés ouverts. Sans le passage régulier des bêtes, sans cette dent qui broute chaque été, jamais cette immense mosaïque de pâturages, de haies, de chalets et de sentiers n'aurait existé. Le paysage que nous admirons n'est pas un décor naturel, c'est le dépôt, l'empreinte accumulée de 1000 ans de troupeaux en marche. Chaque pré fleuri est, en un sens, une œuvre collective signée par 30 générations de bergers. Mais toute œuvre humaine peut être abandonnée. Et c'est ce qui a commencé à se produire à un moment précis. Vers les années 1950, le grand balancier s'est mis à ralentir. La vie plus facile des plaines, l'industrie, les villes ont attiré les bras loin de la montagne. On a cessé de monter dans les alpages les plus hauts, les plus difficiles, les moins rentables. Les bêtes ont déserté des versants entiers. Et l'on sait déjà ce que devient un pré que plus personne ne broute. La broussaille revient, puis le bois, et le tapis se referme. Sur ces pentes délaissées guette aussi un autre danger, moins visible. L'herbe haute et sèche qui s'accumule nourrit les incendies, et un versant à l'abandon retient moins bien la neige, favorisant les avalanches. L'abandon n'est pas un retour paisible à la nature, c'est un basculement avec ses propres risques. Voilà donc ce que raconte la vieille Tropa qui monte vers le col. Non pas une simple carte postale du passé, mais le fil qui tient tout le paysage. Un fil tendu depuis le XIIe siècle, patiemment noué par des générations de marcheurs, et qui, depuis quelques décennies, menace par endroits de se rompre. Et cette Tropa, cette montagne si ancienne, garde des secrets bien plus vieux encore que la transhumance. Car parfois, quand la glace des sommets recule, elle rend ce qu'elle avait pris. Un jour, sur un col perdu entre deux pays, elle a rendu un homme qui l'attendait, immobile, depuis plus de 5000 ans. Le 19 septembre 1991, 2 randonneurs progressent sur un col glacé à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, à une altitude d'environ 3210 mètres. L'automne a été anormalement chaud, la glace a fondu plus que l'habitude. En contournant une dépression du terrain, ils s'arrêtent net. Quelque chose émerge de la glace en train de fondre. D'abord, ils pensent à un détritus, un sac abandonné. Puis ils comprennent. C'est une tête et des épaules humaines, brunies, desséchées, à moitié prises dans le gel. Un corps. Ils croient avoir trouvé un alpiniste mort dans un accident récent, une victime de la montagne, comme il en existe tant. Ils ne peuvent pas encore le savoir, mais ils viennent de faire l'une des plus grandes découvertes archéologiques du siècle. Car cet homme couché dans la glace n'est pas mort l'an dernier, ni il y a 10 ans, ni même il y a un siècle. Cet homme est mort il y a environ 5300 ans. 5300 ans. Prenez un instant pour laisser ce nombre se poser. Quand cet homme a rendu son dernier souffle sur ce col, l'écriture n'existait pas encore en Europe. Il a passé sous la glace plus de temps qu'il me s'en est écoulé depuis l'invention même des premières lettres sur notre continent. Ce corps est plus ancien que l'histoire écrite elle-même. On l'a surnommé Otzi, du nom des Alpes de l'Ötztal, où il a ressurgi. Et la question qui a aussitôt saisi les scientifiques est celle que vous vous posez sans doute déjà. Qui était cet homme? Comment s'est-il retrouvé pris dans la glace, seul, à plus de 3 kilomètres d'altitude, dans un lieu où même aujourd'hui on ne s'aventure pas sans équipement? Que faisait-il là-haut, et surtout, comment est-il mort? Répondons d'abord à la première partie, car ce que la glace a conservé dépasse tout ce qu'on aurait osé espérer. Le froid n'a pas seulement gardé le corps,
Il a gardé l'homme tout entier, avec son monde autour de lui. Près de lui gisait un arc et un carquois remplis de flèches, un poignard de silex, et surtout une hache dont la lame était en cuivre, indice précieux qui a permis de le dater de l'âge du cuivre. Il portait des vêtements de peau et de fourrure, des chaussures étonnamment élaborées, isolées d'herbe pour tenir chaud. Dans son corps, on a même retrouvé les traces de son dernier repas. Rien de comparable n'avait jamais été exhumé. D'ordinaire, l'archéologie travaille sur des os, des tessons, des ruines. Ici, pour la première fois, on avait devant soi un être humain complet du fond des âges, habillé, équipé, figé dans l'instant de sa mort. Une fenêtre ouverte, directement, sur un monde vieux de 5 millénaires. Fermez les yeux et tenez-vous un instant sur ce col, à sa place. Le froid du glacier vous transperce jusqu'aux os, un froid qui n'a rien de commun avec celui des vallées. Sous vos pieds, la neige durcie crisse, cette neige tassée et granuleuse des hauteurs. La lumière sur le blanc est aveuglante, elle force à plisser les yeux. Le silence est total, minéral. Et soudain, en baissant le regard vers la glace, ce frisson de reconnaissance, ce n'est pas une pierre sombre à vos pieds, c'est un visage. Un homme vous regarde à travers 50 siècles. Reste la question la plus troublante, celle de sa mort. Longtemps, on a cru à une fin banale de montagnard surpris par le froid, endormi dans la neige. Puis, au début des années 2000, un examen plus poussé du corps a tout changé. En radiographiant l'épaule, on a découvert une pointe de flèche fichée dans la chair, sous l'omoplate gauche. Otzi n'est pas mort de froid ni d'épuisement. Il a été frappé d'une flèche par derrière. Autrement dit, cet homme a été tué. Nous sommes face à un meurtre vieux de 5300 ans. La plus ancienne scène de crime jamais identifiée dans les Alpes, peut-être l'une des plus anciennes du monde. Et comme toute scène de crime, celle-ci a ses questions restées sans réponse. Qui a tiré cette flèche? Pourquoi? La science, ici, doit être honnête. Elle ne sait pas, et sans doute ne saura jamais avec certitude. Elle ne peut proposer que des hypothèses, qu'il faut présenter comme telles. Une première piste évoque une embuscade. La flèche est entrée par l'arrière, tirée du bas vers le haut, comme si l'assaillant se trouvait plus bas sur la pente, ce qui suggère une attaque surprise plutôt qu'un duel de face. Une autre évoque un règlement de compte personnel, une vengeance. Une troisième, un conflit pour des ressources ou un territoire. Un examen médico-légal a estimé que la pointe avait probablement sectionné une artère, provoquant une mort rapide. Mais l'identité du tueur, son mobile, le déroulé exact de ce drame, demeure scellé dans le silence de la préhistoire. Même la datation garde une part d'incertitude. Selon les analyses, la mort se situe dans une fourchette de quelques siècles, autour de 3300 ans avant notre ère. Le dossier, en somme, ne sera jamais tout à fait clos. Il faut dire un mot, enfin, d'une légende qui s'est greffée sur cette histoire, car vous en avez peut-être entendu parler. On a raconté qu'une malédiction frappait ceux qui avaient touché la momie. Plusieurs personnes liées à la découverte seraient mortes dans les années qui ont suivi, et certains y ont vu la vengeance de l'homme des glaces. Soyons clairs et prudents, il s'agit là de folklore, pas de faits. Sur le grand nombre de personnes qui ont approché Otzi au fil des décennies, quelques décès, étalés dans le temps et de causes ordinaires, n'ont rien de statistiquement étonnant. La science n'y voit que des coïncidences, montées en récit parce qu'un mort de 5000 ans appelle naturellement les histoires de fantômes. La vraie énigme d'Otzi n'est pas surnaturelle, elle est humaine, et bien assez fascinante ainsi. Mais il y a dans cette découverte un dernier vertige, et il nous ramène droit au cœur de notre voyage. Si Otzi est réapparu ce jour de 1991, ce n'est pas par hasard. C'est parce que la glace qui le retenait depuis 5 millénaires avait fondu, lors d'un automne exceptionnellement doux. Autrement dit, c'est le réchauffement qui a rendu ce mort. La même chaleur qui, partout dans les Alpes, fait aujourd'hui reculer les glaciers d'année en année, a ouvert la tonte de glace et restitué son occupant. La momie n'est pas seulement une relique du passé, elle est aussi un signal du présent, la preuve tangible que la haute montagne se réchauffe assez pour libérer ce qu'elle avait scellé pour l'éternité. Et ce glacier qui recule, ce n'est pas qu'une affaire d'archéologie. Derrière la glace qui s'efface,
Se joue une bataille bien vivante, celle-là, qui divise des vallées entières. Qui a le droit d'aller là-haut? Qui décide de ce qu'on peut toucher, ramasser, chasser ou protéger sur cette montagne que l'on croit libre? Car la montagne sauvage, on va le voir, est en réalité l'une des plus surveillées qui soit. Vous marchez sur un sentier d'alpage. Devant vous, à perte de vue, le versant s'ouvre, immense, libre, sans une clôture, sans un mur, sans âme qui vive. Tout ici respire l'espace sans limite, la nature à l'état pur, le lieu où on pourrait enfin aller où l'on veut. Et puis, planté au bord du chemin, un petit panneau. Cueillette interdite. Il est interdit de quitter les sentiers. Vous vous arrêtez, un peu surpris. Comment un endroit aussi vaste, aussi vide, aussi manifestement sauvage, peut-il être couvert d'interdictions? Qui a bien pu poser des règles sur ce qui ressemble à la dernière terre libre d'Europe? Voilà le paradoxe de cette partie, et il est plus profond qu'il n'y paraît. Cette montagne que nous ressentons comme le règne de la liberté est en réalité l'un des territoires les plus encadrés, les plus surveillés, les plus réglementés du continent. Sous l'apparence du grand vide, un filet invisible de lois, de quotas et de zones protégées quadrille chaque versant. La question n'est donc pas de savoir s'il y a des règles, c'est de comprendre pourquoi il en faut autant, là où justement on croyait n'en avoir aucune. Commençons par les grandes forteresses de la protection, les parcs nationaux. Sur l'arc alpin, plusieurs de ces sanctuaires se sont dressés pour mettre certaines zones à l'abri. Côté français, la Vanoise et les Écrins, ou encore le Mercantour dans le sud des Alpes. Côté italien, le Grand Paradis. Dans le cœur de ces parcs, les règles sont strictes. On ne cueille pas, on ne ramasse pas, on ne dérange pas. On reste sur les chemins balisés. Ce ne sont pas des caprices administratifs, ce sont des cordons de sécurité tendus autour d'un vivant fragile, pour qu'il puisse se reconstituer sans être piétiné par les millions de pas qui montent chaque année. L'interdiction la plus connue, on l'a déjà croisée, vise cette petite étoile blanche que le promeneur rêve d'emporter et dont la cueillette peut coûter une amende. Mais elle est loin d'être seule. Toute une liste de plantes rares est protégée, intouchable, précisément parce qu'un massif entier de visiteurs, chacun cueillant une seule fleur, suffirait à raser une espèce. Ce qui semble anodin à l'échelle d'un individu devient dévastateur à l'échelle de la foule. La règle protège la montagne non pas de vous seul, mais de nous tous. Et la réglementation ne s'arrête pas aux fleurs. Elle touche aussi les animaux, à travers un outil que beaucoup ignorent, les plans de chasse. Ici, il faut être précis et neutre, car le sujet est sensible. La chasse aux grands herbivores de montagne, les chamois, les bouquetins, les mouflons, n'est pas laissée au hasard ni au bon vouloir de chacun. Chaque année, dans chaque commune, l'administration fixe un nombre précis d'animaux qui peuvent être prélevés à l'automne. Ni plus, ni moins. C'est ce qu'on appelle un plan de chasse, un instrument de gestion des populations destiné à maintenir l'équilibre entre le nombre de bêtes et ce que la montagne peut nourrir. On peut avoir un avis sur la chasse. L'essentiel, ici, est de comprendre sa fonction dans le système. Un comptage, un quota, une régulation. Cette gestion peut atteindre une minutie surprenante. Prenez le parc naturel du Queyras, dans les Hautes-Alpes. On y dénombre environ 2500 chamois. 2500 chamois sur un seul territoire, suivis, comptés, gérés depuis des décennies. Sur certaines communes, la densité d'ongulés sauvages est telle qu'on en recense plusieurs centaines sur le seul finage d'un village. Chamois, bouquetins et mouflons confondus. Un petit peuple cornu, grand comme la population humaine d'un hameau de montagne, sauf que celui-ci est sauvage et tenu sous une comptabilité rigoureuse. La montagne libre, vous voyez, est en vérité une montagne inventoriée, animal par animal. Vivez un instant cette double nature du lieu. Vous êtes debout sur une croupe herbeuse, le vent frais sur le visage, et devant vous s'ouvre un horizon de pics à l'infini. Le sentiment de liberté est absolu, grisant. Rien ne vous retient, l'espace est à vous. Et pourtant, au même moment, vous êtes à l'intérieur d'un maillage précis de règles. Ce silence qui vous entoure, dans une zone protégée, est un silence organisé. Ici, on ne doit même pas quitter le sentier, pour ne pas écraser les nids au sol, pour ne pas faire fuir une femelle et son petit.
La liberté que vous ressentez et le règlement qui vous encadre coexistent, invisibles l'un à l'autre, sur le même mètre carré d'herbe. Cette emprise de la protection se mesure aussi en surface. Sur le domaine pastoral du massif alpin français, une part considérable des terres est aujourd'hui classée sous un régime particulier, intégrée à des réseaux de protection de la nature ou à des réserves. Près de 3 prés sur 10 vivent ainsi sous des règles spéciales. Presque un tiers de tout le domaine pastoral soumis à un statut de protection. Ce n'est pas une réserve isolée perdue dans l'immensité, c'est une part majeure du territoire qui obéit désormais à d'autres lois que celles du seul usage libre. La montagne protégée n'est pas l'exception, elle devient la règle. Faut-il alors regretter toutes ces contraintes? C'est ici que se résout notre paradoxe de départ. Car ces règles, si pesantes en apparence, sont précisément ce qui a sauvé cette montagne de l'appauvrissement. Là où l'on a laissé faire, des espèces ont reculé, parfois disparu. Là où l'on a protégé, compté, limité, interdit, l'équilibre fragile a tenu. Les quotas, les zones sanctuaires, les interdictions de cueillette ne sont pas les ennemis de la nature sauvage. Ils en sont, aujourd'hui, la condition de survie. Sans ce filet de règles, une partie de ce que nous venons d'admirer, les fleurs rares, les grands herbivores, la mosaïque vivante, aurait déjà disparu, comme d'autres ont bel et bien disparu par le passé. Il faut ajouter, par honnêteté, que cette protection n'est pas partout acceptée sans débat. En Suisse, par exemple, des projets de nouveaux parcs nationaux ont été soumis au vote des habitants et rejetés dans les urnes. La protection de la nature n'y est pas un décret tombé d'en haut, c'est un sujet de discussion publique, tranché démocratiquement, parfois contre l'avis des défenseurs de l'environnement. On ne jugera pas ici ce choix. On constatera seulement que la question de savoir jusqu'où encadrer la montagne divise les sociétés qui vivent à son pied. Et cette protection a, parfois, accompli des miracles. Car certaines de ces règles n'ont pas seulement freiné un déclin, elles ont permis un retour. Il faut regarder le ciel, au-dessus de ces gorges, ce ciel qui pendant près d'un siècle est resté désespérément vide de sa plus grande silhouette ailée. Le plus vaste seigneur de ces montagnes, un oiseau au corps immense, avait été rayé du paysage par la main de l'homme, exterminé jusqu'au dernier. Et pourtant, aujourd'hui, son ombre plane à nouveau sur les alpages. Comment un être effacé de la surface d'une chaîne entière a-t-il pu y renaître? Et à quel prix? C'est l'une des plus étonnantes histoires de ces montagnes. Une ombre glisse sur le versant. Elle est énorme. Levez les yeux. Un oiseau immense fend le ciel, ailes déployées sur près de 3 mètres d'envergure, planant sans un battement le long de la paroi. 3 mètres d'un bout de l'aile à l'autre, c'est plus large qu'une voiture posée en travers de la route. C'est le gypaète barbu, le plus grand rapace des Alpes, ce que l'on surnomme le casseur d'os, parce qu'il se nourrit presque uniquement de squelettes, laissant tomber les os sur les rochers pour les briser et en manger la moelle. Un fossoyeur des cimes, un nettoyeur de la montagne. Et il y a un siècle, cet oiseau n'existait plus ici. Plus un seul. Pas rare, disparu, éteint, effacé de toute la chaîne. Voici le fait qui commande cette partie, et il est double. Cet oiseau avait été exterminé, jusqu'au dernier, par la main de l'homme. Et cet oiseau est aujourd'hui revenu. Comment ramène-t-on à la vie ce que l'on a soi-même rayé de la carte? Et surtout, cette montagne qu'on veut à nouveau sauvage, qui en paie le prix? Reprenons d'abord l'histoire de l'exécution, car elle est édifiante. Pendant des siècles, le gypaète a traîné une réputation de monstre. On l'accusait, à tort, d'emporter des agneaux, voire des enfants. Il fut déclaré nuisible, traqué, empoisonné, abattu. En France, une loi de la fin du XIXe siècle le classait officiellement parmi les espèces à détruire. Et l'on y parvint. Au début du XXe siècle, il avait totalement disparu des Alpes. Un géant vieux comme ces montagnes, effacé en quelques décennies par les fusils et les appâts empoisonnés. La montagne sauvage avait perdu son plus grand seigneur ailé, et personne alors ne s'en émouvait. Puis les regards ont changé, et dans les années 1980, un projet fou a vu le jour. Le faire revenir. Non pas espérer un retour naturel, impossible puisqu'il n'en restait aucun, mais réintroduire l'espèce, oiseau par oiseau.
À partir de 1986, des jeunes gypaètes élevés en captivité ont été relâchés dans les Alpes. Et il faut nommer le lieu de ce premier pari, car il sert de modèle. C'est dans le parc national des Hohe Tauern, en Autriche, que sont partis les premiers lâchés. De là, patiemment, l'aventure s'est étendue à tout l'arc alpin, chaque pays, chaque parc prenant le relais. A-t-elle réussi? Regardez le ciel d'aujourd'hui pour le savoir. D'un oiseau totalement éteint, on est passé, dans les Alpes, à plus d'une centaine de couples reproducteurs recensés en 2025. La Suisse à elle seule en comptait environ 35 couples nicheurs cette année-là, soit près d'un tiers de toute la population alpine. Des oiseaux nés libres, dans des nids de falaises, d'espèces dont chaque individu avait dû être ramené à la main quelques décennies plus tôt. C'est l'une des plus belles réparations que l'homme ait accomplies dans ces montagnes. Un géant ressuscité, rendu au ciel dont on l'avait chassé. Voilà pour la lumière. Mais toute la montagne n'est pas cette belle histoire. Car un autre revenant est là, et celui-là, personne ne l'a réintroduit. Il est rentré tout seul. Le loup. Disparu de France pendant des décennies, il a refranchi la frontière par les Alpes à la fin du XXe siècle, et depuis, il progresse. Souvenez-vous de ce berger, quelques chapitres plus tôt, apercevant une ombre trop grande pour un chien sur le versant d'en face. Cette ombre, c'était lui. Et son retour, contrairement à celui du gypaète, me fait pas l'unanimité. Loin de là. Regardons les chiffres sans détour, car ils sont au cœur du conflit. À la sortie de l'hiver 2024-2025, la population de loups en France était estimée, en moyenne, à 1082 individus, dans une fourchette allant d'environ 990 à près de 1200 bêtes. Et la même année, les services de l'État ont recensé 4441 attaques attribuées aux loups sur des troupeaux. 4441 attaques en une seule année. Le nombre d'animaux tués, des brebis en immense majorité, a dépassé les 12 000 bêtes. Pour chaque attaque constatée, il y a un éleveur qui, au matin, découvre ses bêtes tuées ou disparues dans la montagne. Fermez les yeux et placez-vous dans la nuit d'un alpage, du côté du berger cette fois. Le troupeau dort, tache pâle sur le versant sombre. Soudain, les chiens de protection se dressent, grondent, aboient la nuit. Le faisceau d'une lampe frontale balaie l'obscurité, cherchant des yeux qui brillent entre les rochers. L'air sent la laine et la peur. Et le cœur du berger cogne, parce qu'il sait que quelque part, tout près, une ombre attend. Ce n'est plus la montagne paisible de la carte postale. C'est une veille armée, nuit après nuit, tout l'été. Ce conflit a un coût, et il se chiffre en argent public. L'État indemnise les éleveurs pour chaque bête perdue, finance les clôtures, les chiens de protection, le salaire des bergers supplémentaires. Les sommes engagées chaque année pour compenser et prévenir les dégâts du loup se comptent en millions d'euros. Des millions d'euros par an, l'équivalent du budget annuel entier d'une petite commune de montagne, englouti dans la seule cohabitation avec un prédateur. Voilà le vrai visage de la montagne sauvage. Elle a un prix, et ce prix, quelqu'un le règle. Et sur ce prix, deux camps s'affrontent, qu'il faut présenter avec équité, car aucun n'a tort sur tout. D'un côté, les éleveurs et leurs représentants. L'un d'eux, responsable national du syndicat ovin, a publiquement contesté les comptages officiels, estimant que le nombre réel de loups était sous-évalué et que la pression sur les troupeaux était plus lourde que ne le disaient les chiffres. Pour eux, il faut pouvoir prélever davantage, tirer plus de loups, défendre le métier. De l'autre côté, les défenseurs de la nature répondent que le loup est une espèce protégée, qu'abattre ne règle rien durablement et que la seule voie efficace est la protection des troupeaux. Chiens, clôtures, gardiennage. L'État, lui, tente une ligne de crête, fixant chaque année un quota d'abattage, autour d'un cinquième de la population estimée, qui ne satisfait pleinement ni les uns ni les autres. Qui a raison? Ce n'est pas à ce récit de trancher. Ce qu'il faut retenir, c'est la vérité crue qui se cache derrière ces deux retours. On a ramené le gypaète à grands frais, par amour du vivant. Le loup est revenu seul, et son retour déchire les vallées. Dans les deux cas, la même leçon. La nature sauvage que nous voulons retrouver n'est jamais gratuite. Elle se paie en argent, en travail, en nuit blanche et parfois en colère.
La montagne libre est une montagne dont quelqu'un, quelque part, assume la facture. Et pendant que se livre cette bataille autour des bêtes qui reviennent, une autre menace, plus silencieuse, avance sur le pré lui-même. Là où le berger a fini par renoncer, là où le troupeau ne monte plus, l'herbe se referme. Le versant se vide. Et notre luxuriant tapis fleuri, celui que 1000 ans d'efforts avaient tenu ouvert, se retrouve pris entre deux feux qui le tirent, chacun, vers sa disparition. Imaginez deux versants côte à côte, séparés par un simple vallon. Sur le premier, un pré éclatant, fauché, brouté, piqueté de 1000 couleurs, vivant du bourdonnement des insectes. Sur le second, à quelques centaines de mètres, un enchevêtrement de broussailles grises, d'arbustes épineux, de jeunes arbres serrés, où presque aucune fleur ne perce. Le même sol, la même altitude, la même exposition. Un seul écart entre eux. Sur le premier, des bêtes montent encore chaque été. Sur le second, elles ont cessé de venir. Regardez bien ces deux versants, car ils sont le passé et l'avenir possible d'une même montagne, offerts au même regard. Nous voici au terme du voyage, et il est temps de répondre à la question qui court depuis le début. Qu'est-ce qui tue vraiment le préalpin? Est-ce l'abandon, le départ de l'homme? Ou est-ce le réchauffement, la chaleur qui monte? La réponse, honnête et dérangeante, est la suivante. Les deux à la fois, chacun par un bout. Le pré fleuri est aujourd'hui pris en tenaille entre deux menaces opposées, qui le serrent par le bas et par le haut en même temps. Commençons par le bas, car nous en avons semé la promesse au début de ce récit. Souvenez-vous de cette phrase. Là où les troupeaux s'en vont, le pré se referme, et il ne faut qu'une vingtaine ou une trentaine d'années pour que la forêt reprenne son bien. Nous y voici. Ce phénomène, l'abandon des terres pastorales, les géographes l'appellent la déprise. L'homme se retire, les bêtes ne montent plus, et l'embroussaillement fait le reste. La friche gagne, les arbustes referment le tapis, puis les arbres. En une seule génération humaine, un pré parmi les plus riches d'Europe peut redevenir un fourré banal. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un processus enclenché depuis les années 1950 et reconnu aujourd'hui comme l'une des principales menaces qui pèsent sur la biodiversité des montagnes. Voilà l'attaque par le bas. Non pas trop d'hommes, mais trop peu. Passons maintenant au haut, à l'autre mâchoire de l'étau, la chaleur. Et là, les chiffres donnent le vertige. Prenez les glaciers, ces grands réservoirs de glace qui couronnent la chaîne. Les glaciers des Alpes ont perdu environ 70% de leur volume depuis le milieu du XIXe siècle. 70%. En un siècle et demi, ces géants de glace ont fondu aux 2/3 et au-delà, et une part notable de cette perte s'est produite depuis les seules années 1980. La montagne blanche qui semblait éternelle est en train de disparaître sous nos yeux, à l'échelle d'une vie humaine. Et cette chaleur ne fait pas que faire fondre la glace, elle déplace la vie elle-même. Rappelez-vous la règle de l'étage, ce fil rouge de tout notre récit. Chaque tranche d'altitude correspond à une température. Quand il fait plus chaud, les plantes et les animaux, pour retrouver le froid dont ils ont besoin, doivent monter. Les scientifiques ont mesuré ce déménagement forcé. Pour compenser le réchauffement, les espèces doivent grimper d'environ 100 mètres d'altitude tous les 10 ans. 100 mètres par décennie. C'est comme si tout le peuple vivant du pré était contraint de gravir sans fin l'escalier de la montagne, marche après marche, à la poursuite d'un froid qui recule. Mais un escalier a un sommet. Au-dessus de 3000 mètres, il n'y a plus de sol, plus d'herbe, rien que la roche nue et la glace. Les espèces les plus hautes montent vers une porte fermée. Elles fuient vers un étage qui n'existe pas, et là, elles disparaissent. Faut-il croire que tout est joué? Non, et l'honnêteté commande de présenter l'avenir non comme une prophétie, mais comme deux chemins possibles. Deux scénarios, ni l'un ni l'autre certains. Le premier chemin est celui où rien ne change. La déprise se poursuit, les bergers s'en vont sans successeur, les alpages du bas se referment sous la broussaille. En même temps, la chaleur pousse les espèces vers le haut jusqu'à la butée de la roche. Le pré fleuri, comprimé entre la forêt qui monte et le rocher qui plafonne, se réduit comme une peau de chagrin. Moins de fleurs, moins d'insectes,
moins de cette diversité qui faisait la richesse du lieu. Une montagne toujours belle de loin, mais appauvrie de près. Le second chemin est celui où l'on agit. On soutient l'élevage de montagne, on aide les bergers à rester, à remonter dans les alpages délaissés, on maintient des troupeaux qui tondent le pré et le gardent ouvert. On protège les bêtes des prédateurs plutôt que de renoncer, on poursuit les grands programmes de conservation, comme celui qui a ramené le gypaète dans le ciel. Ce chemin n'annule pas le réchauffement, personne ne le peut à l'échelle d'un versant, mais il ralentit la perte, il préserve la mosaïque, il laisse aux vivants une chance de s'adapter. Entre ces deux chemins, rien n'est écrit. Le choix, lui, se joue maintenant. Et pour savoir où mène le premier chemin, il suffit de regarder un peu plus à l'ouest, dans les Pyrénées, où le processus a déjà couru plus loin. Là-bas veille un glacier nommé Ossou, sentinelle du massif du Vignemale. Il a perdu près de 78% de sa surface entre le milieu du 19e siècle et aujourd'hui. Et les scientifiques estiment qu'il pourrait disparaître entièrement autour du milieu de ce siècle, peut-être même dans une dizaine d'années. Un glacier entier, effacé de la carte de son vivant. L'Ossou n'est pas une autre histoire, c'est la nôtre, prise un peu plus tôt, un miroir tendu à l'avenir des glaces alpines. Ce qui lui arrive dessine ce qui attend les autres, si la tendance tient. Alors, au moment de redescendre de cette montagne, élevons une dernière fois le regard. Ce que nous avons appris tout au long de ce voyage dépasse le sort des alpages. Nous avons cru admirer une nature sauvage, intacte, offerte. Nous avons découvert un équilibre fragile, tenu à bout de bras par l'homme pendant 1000 ans, et menacé aujourd'hui autant par son départ que par sa démesure. Ce pré fleuri nous tend un miroir. Il nous rappelle que la beauté que nous croyons éternelle est souvent le fruit discret d'un soin patient, et qu'elle peut s'éteindre sans un cri, simplement parce que plus personne ne la maintient. Dans 20 ou 50 ans, ce versant pourra être deux choses. Un tapis vivant, tondu chaque été par des bêtes, où l'enfant d'un berger apprend encore le nom des fleurs. Ou un fourré silencieux et fermé, où la dernière gentiane aura été étouffée par les ronces, et où plus aucun sifflement de marmotte ne roulera dans le vallon. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette montée avec moi. Si ce voyage vous a appris ou fait ressentir quelque chose, un like et un abonnement aident vraiment cette chaîne à continuer d'explorer ces mondes. Dites-moi en commentaire ce que vous choisiriez, vous. Faut-il payer, avec l'argent de tous, pour que des bergers restent là-haut et gardent ces prés ouverts? Ou faut-il laisser la montagne redevenir forêt, quoi qu'il en coûte à sa beauté? Et si vous connaissez quelqu'un qui regarde ces versants comme de simples cartes postales, partagez-lui cette vidéo, pour qu'il voie, lui aussi, le jardin caché derrière le paysage.